C'est la grande actualité du gouvernement, histoire d'ouvrir une nouvelle séquence, comme on dit en communication politique. Après l'échec autour des retraites, le gouvernement met en avant le plan de lutte contre la fraude sociale, présenté un peu partout par Gabriel Attal. Pour ce qui est de la fraude sociale, l'argent y va au modèle social. La lutte contre la fraude sociale nécessite des moyens. L'interdiction du versement d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers au 1er janvier. Le durcissement de la condition de résidence en France pour bénéficier des allocations sociales. La générosité, elle n'empêche pas qu'il y ait une forme de fermeté. En tout cas, je pense qu'elle doit s'accompagner de fermeté. Je regarde où est-ce qu'il y a des fraudes et j'essaye d'apporter des réponses. Et les autres ministres n'ont pas manqué d'aller relayer les propos du ministre délégué au compte public. Gabriel Attal a présenté les mesures nouvelles, comment renforcer encore la lutte contre la fraude sociale. Gabriel Attal présente un plan avec des moyens, avec des objectifs ambitieux de lutte contre la fraude sociale. C'est une question de justice. Un plan qui est pourtant loin de faire l'unanimité et qui n'a pas manqué d'être critiqué par certains observateurs. Je comprends que dans l'esprit des Français, on imagine toujours le type qui est au RSA et qui a une BMW et qui, en fait, fraude aux prestations. Et c'est l'exemple qui est le plus cité et c'est ce qui ulcère les gens et c'est ce à quoi ils pensent. Pourtant, je veux dire, la réalité des chiffres est véritablement tout autre. Le ministre parle d'un outil. Je pense que ce qu'on manque, c'est d'une stratégie. Moi, ce qui me gêne, là encore, c'est la petite musique. Les délais de résidence pour toucher les aides. Qu'on le donne à penser que ce sont les étrangers qui, dans ce pays, seraient là pour toucher des aides. C'est quand même un peu dirigé en sous-texte contre les étrangers. L'essentiel de la fraude, c'est pas dans la fraude sociale qui doit être combattue, mais c'est la fraude fiscale. Ne laissons pas penser que les dépenses sociales sont un panier percé, où chacun se sert et tout ça est... c'est quand même assez impressionnant, si c'est pas sous-estimé, de voir que finalement, 99,9% des prestations sociales sont justement délivrées. Alors en quoi consiste ce plan exactement ? La fraude sociale est-elle si importante que ça ? Ces différentes mesures pourront-elles répondre aux problèmes ? Et surtout, que raconte cette initiative de la direction politique prise par le gouvernement ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. C'est donc le nouveau leitmotiv du gouvernement cette semaine. Il faut lutter contre la fraude sociale. Mais la fraude sociale, avant toute chose, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les fraudes commises à l'encontre de la sécurité sociale. La Sécu est une institution qui a pour mission de garantir à tous une protection en cas de risque, comme la maladie, le chômage ou les accidents du travail, par exemple. Quand on ment sur sa situation pour toucher une prestation, c'est une fraude. Ça peut être un locataire qui ne déclare pas vivre en couple pour continuer à toucher les APL, ou encore un professionnel de santé qui facture des actes médicaux qu'il n'a pas effectués. Et on parle beaucoup des fraudes aux prestations, mais il existe aussi des fraudes aux cotisations. Par exemple, un employeur qui ne déclarerait pas l'activité de sa main-d'œuvre pour ne pas payer de cotisations patronales. Les chiffres concernant ces fraudes sont instables et varient d'une institution à une autre. La fraude sociale détectée chaque année est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros, aides et cotisations comprises. Mais si l'on prend en compte les estimations, qui sont par essence peu précises, la fraude aux prestations sociales serait comprise entre 6,8 et 7,5 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Si on regarde dans le détail, 4,5 milliards d'euros sur cette somme sont liés à la fraude à l'assurance maladie. Et les 3/4 de cette fraude sont commises par les entreprises et les professionnels de santé. Dans cette fraude sociale, dans ces 6 à 8 milliards qu'on estime, 70% c'est les employeurs, c'est-à-dire les médecins, c'est de la fraude aux cotisations. C'est pas de la fraude aux prestations, c'est de la fraude aux cotisations. Alors, c'est décidé, c'est désormais la priorité politique du gouvernement qui a lancé un grand plan de lutte contre la fraude sociale et fiscale qui est, selon Gabriel Attal dans Le Parisien, je cite, « une forme d'impôt caché sur les Français qui travaillent ». Un élément de langage repris par les autres ministres. Il faut rappeler que la fraude sociale, c'est un impôt sur les Français qui travaillent. Et pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement a décidé de déployer tout un arsenal de mesures. On vous a sélectionné les 6 mesures qui nous semblent être les plus significatives. Premièrement, renforcer les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales. Si on veut toucher les allocations familiales ou le minimum vieillesse, il faudra passer 9 mois en France par an contre 6 actuellement.
Idem pour les APL qui pourtant nécessitaient déjà 8 mois de présence sur le territoire. Je suis favorable à tout harmoniser à 9 mois. Mais en tout cas, pour le minimum vieillesse, il y a un amendement qui est effectivement proposé, auquel on donnera un avis favorable. Deuxième mesure à retenir, le gouvernement dit souhaiter une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité afin de lutter contre les fraudes aux prestations de santé. Mais le projet est plus que bancal, ne serait-ce que pour des raisons logistiques. J'ai regardé, en effet, ne serait-ce que moi, dans ma commune, si je voulais refaire juste une carte d'identité simple, sans la carte vitale fusionnée avec, le premier rendez-vous qu'on me donne, c'est le 27 juillet. Oui. Donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. C'est pour ça qu'on va pas appuyer sur le bouton entre guillemets et faire cette bascule du jour au lendemain, alors même qu'aujourd'hui, il y a encore des difficultés pour avoir une carte d'identité. De plus, plusieurs spécialistes du droit et des libertés ont souligné le danger d'une telle mesure. Dans un article pour 20 minutes, l'avocat spécialiste des données personnelles Étienne Dessoulières explique que la protection des données est régie par le Règlement général sur la protection des données qui proscrit la fusion des fichiers. Cela implique que les données traitées ne puissent pas servir à des finalités différentes. Seulement si fusion il y a, on aurait des données collectées par l'état civil traitées par l'assurance maladie et inversement. L'avocat estime donc qu'en principe, ce ne sera pas possible, même si Gabriel Attal, de son côté, assure que la CNIL, notamment, ne s'y oppose pas. On a ce rapport qui nous dit que les directions techniques dont vous parlez, elles disent que c'est faisable, que la CNIL dit que c'est faisable, et que les syndicats de médecins disent qu'on y est favorable. Troisième mesure, cibler les retraités vivant hors des frontières européennes. L'idée est d'identifier ceux qui sont décédés mais qui continueraient à percevoir des allocations. Il y a eu une enquête qui a été faite en Algérie. Sur 1000 personnes, il y en avait 300 qui étaient mortes. C'est quand même, et qui touchaient encore leur retraite. Leur famille les retraites. Franchement, dire que ces gens-là n'ont pas droit à une retraite, c'est pas s'attaquer aux plus faibles. Ils sont au cimetière. Alors. Quatrième mesure, les contrôles des entreprises qui devraient doubler d'ici à 2027. L'objectif, c'est de mettre fin à la fraude aux travailleurs détachés ou au développement de sociétés éphémères qui organisent leur insolvabilité pour échapper au recouvrement social et fiscal. Gabriel Attal a même déclaré « Je ne veux pas d'ubérisation des droits sociaux ». Et là, il faut tout de même rappeler qu'Emmanuel Macron a très activement œuvré à ubériser notre économie, justement, et qu'il a considérablement réduit les montants de cotisations sociales. L'économiste Anne-Laure Delatte en parlait récemment sur notre plateau. On pourrait aussi penser aux Uber Files, ces dossiers qui ont révélé qu'Emmanuel Macron avait été très actif dans le développement d'Uber en France. Ou encore, on pourrait évoquer, comme le souligne cet article de Mediapart, le fait que le président bloque au niveau européen au sujet de la reconnaissance de la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Mais revenons au plan du gouvernement. Cinquième mesure, l'augmentation des pénalités. Les allocataires fraudeurs devront acquitter d'une pénalité supplémentaire de 10%. Et sixième mesure, s'attaquer aux arrêts maladie dits de complaisance avec plus de contrôle et là aussi des pénalités. Gabriel Attal a déclaré « Seront ciblés les professionnels prescrivant un nombre d'arrêts très élevé par rapport à la moyenne ». Seulement, une fois que l'on comprend que les particuliers ne sont pas ceux qui sont le plus à l'origine de la fraude sociale, on peut souligner les objectifs peu ambitieux de cette série de mesures en ce qui concerne les entreprises. À propos des redressements de cotisations et contributions sociales, le gouvernement annonce vouloir passer de 700 millions d'euros par an à 1 milliard d'euros par an à la fin du second quinquennat. Si on pense au fait que la fraude aux cotisations coûte 8 milliards d'euros, ce n'est pas tant que ça. Idem pour la fraude à l'assurance maladie, là encore, ce sont 4 milliards d'euros qui s'envolent chaque année, mais le gouvernement envisage seulement de détecter 200 millions d'euros supplémentaires par an, ce qui laisse tout de même une sacrée marge aux professionnels de santé fraudeurs. Conclusion, s'attaquer à la fraude, oui, mais surtout à celle des bénéficiaires des aides, moins à celle effectuée par les entreprises. Et ce plan n'est pas au goût de tous. Le renforcement des contrôles, notamment en ce qui concerne les minima sociaux, semble discutable en termes de priorité aux yeux de l'économiste Michaël Zemmour, par exemple, qui estimait sur France Inter... Du côté des prestations sociales et des minima sociaux, les moyens qui sont dédiés au contrôle sont très importants, voire peut-être même surdimensionnés. Le contrôle que subit un allocataire du RSA est bien plus fort que ce que connaissent la plupart des contribuables. Si à Noël, vous recevez un chèque de quelqu'un de votre famille, vous êtes censé le déclarer au RSA pour qu'on vous diminue votre RSA d'autant. Et donc, on a des contrôles. Le nombre de contrôles déclarés sur les allocataires de minima sociaux est de 4 millions par an pour 2 millions de bénéficiaires du RSA, pour vous donner un ordre de grandeur. Ce
qui fait polémique en ce qui concerne ce plan, ce sont les priorités politiques. Certaines associations et observateurs sur la question des droits sociaux dénoncent le fait que ces mesures sont lancées alors que la question de l'accès aux droits n'est pas réglée. Selon l'adresse, plus d'un tiers des foyers éligibles au revenu de solidarité active, le RSA, n'en font même pas la demande. Et ce taux est à peu près stable depuis sa création il y a 10 ans. Il n'y a pas eu de politique publique efficace mise en place pour y remédier et ce problème se pose avec l'ensemble des prestations sociales. En tout, l'État économise 3 milliards d'euros par an grâce à ces non-recours. Ça fait pourtant un moment qu'Emmanuel Macron dit qu'il va s'attaquer au problème, mais rien n'a été fait pendant son premier quinquennat. Et même si le versement automatique est l'une de ses promesses de campagne de l'élection 2017, il n'a jamais été mis en place. Le chantier n'a même pas débuté. En revanche, ce qui a débuté, c'est le chantier visant à forcer les bénéficiaires du RSA à avoir une activité en contrepartie. RSA qui, rappelons-le, est d'environ 600 € par mois à l'heure actuelle. Le gouvernement l'assure pourtant, s'il s'attaque à la fraude sociale, c'est pour regagner la confiance des Français en leur système social. Je dis qu'il y a des fraudes et qu'il faut les identifier, qu'il faut y répondre, parce que c'est le meilleur moyen de redonner confiance aux Français dans notre modèle social. Moi, c'est ça qui m'importe, indépendamment des questions budgétaires, des moyens. Je veux que les Français gardent la confiance dans leur modèle social. Et le meilleur moyen d'avoir confiance dans le modèle social, c'est de garder le contrôle sur notre modèle social. Seulement, ce qui est questionné, là encore, par certains économistes et spécialistes des droits, c'est le fait de faire de ce plan une priorité politique, au vu des ordres de grandeur différents entre la fraude sociale et la fraude fiscale. Si les estimations de fraude sociale vont donc jusqu'à 8 milliards d'euros, la fraude fiscale, qui concerne avant tout les plus aisés et les grosses entreprises, est évaluée à minima à 80 milliards d'euros par an. Dans une interview pour France Info, Vincent Drezet, porte-parole de l'association Attac, explique qu'il y a autant de personnes qui vont au pénal pour fraude fiscale, environ 1400 à 1500, que de personnes qui vont au pénal pour fraude aux prestations sociales. Mais les montants ne sont pas comparables. Selon lui, lorsqu'un fraudeur aux prestations sociales va au pénal, c'est environ 6 000 €. Lorsqu'un fraudeur va au pénal pour fraude fiscale, c'est plus de 100 000 €. Cette analyse est partagée par le sociologue Vincent Dubois, qui explique pour Mediapart: depuis le milieu des années 1990, il y a toujours plus de lutte contre la fraude sociale et quasiment toujours moins de lutte contre la fraude fiscale. Et si le gouvernement a déployé il y a quelques semaines un arsenal de lutte contre la fraude fiscale, celui-ci est insuffisant et a été largement critiqué puisqu'il ne s'attaque réellement ni au gros patrimoine, ni aux grandes entreprises et que les contrôles restent insuffisants. Objectivement, l'administration fiscale a perdu des emplois, entre 3 000 et 4 000 en 15 ans dans les services de contrôle. La Cour des comptes, dans son rapport de 2019, montre bien la corrélation entre la baisse du nombre de contrôles et la baisse du nombre d'agents et la baisse des résultats financiers. Et les annonces récentes, on sait très bien, c'est un redéploiement, c'est pas un renforcement. Bref, pour s'attaquer à la fraude aux prestations sociales, il y a un véritable dispositif mis en place. Mais en ce qui concerne la fraude aux cotisations, ou surtout la fraude fiscale, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Cette séquence s'inscrit dans la volonté déjà exprimée par Emmanuel Macron de limiter la distribution d'aides sociales qui, je cite, coûte un pognon de dingue. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Donc vous savez, moi je pense que c'est ça le truc. Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le tout sans jamais mettre en place de mesures structurelles pour s'attaquer à la fraude des très grosses entreprises ou des grandes fortunes, ce qui renforce un peu plus cette idée de président des riches dans l'imaginaire collectif. L'économiste spécialiste des inégalités, Lucas Chancel, dénonce, lui, dans un article pour Libération, une très longue histoire de la culpabilisation des pauvres et des discours actuels dont le but est de réduire les ressources allouées aux aides. Pour Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, ce plan ne fait qu'encourager à la stigmatisation et ne s'attaque pas au cœur du problème.
Vous m'accorderez que la balance n'est pas tout à fait égale entre, vous le rappeliez, les ultra-riches et la fraude fiscale, et puis les personnes qui touchent 500, 600 euros par mois. Mais surtout, ce qui est gênant dans cette affaire, c'est l'explication de texte, c'est la communication autour de tout cela. Quand on vous explique qu'il y a un problème dans ce pays et pas deux, qui est qu'il y a des gens qui touchent des aides sociales et qui ne travaillent pas, quand on oppose celles et ceux qui travaillent à celles et ceux qui reçoivent des aides sociales en oubliant au passage que la plupart d'entre eux font et l'un et l'autre parce que ce sont des travailleurs pauvres qui n'y arrivent pas, quand on vous met au passage tout un tas de petits trucs qui laissent à penser que bien sûr c'est plutôt des étrangers qui fraudent. Tout ça est quand même très problématique, donc je voudrais qu'on se centre sur l'essentiel. Dans ce pays, il y a des gens qui fraudent de manière organisée, industrielle, mais qu'on cesse cette petite musique stigmatisante qui oppose les uns aux autres. En conclusion, s'il peut sembler logique de vouloir réduire les fraudes, quelles qu'elles soient, ce plan survient à un moment où la pauvreté est au plus haut, où l'inflation frappe de plein fouet les ménages et où les exigences de justice sociale se font de plus en plus fortes. Pas certain que ce plan convainque si ce 2 poids 2 mesures souvent dénoncé perdure. J'espère que cette petite chronique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, à commenter et à partager. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant. Nous ne vivons que grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.